Work Well Book. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Barthes, chercheuse, conférencière, professeure des universités en leadership et management et autrice, puisque aujourd'hui elle est à côté de moi pour nous parler de son livre « Manager la diversité, de la lutte contre les discriminations au management inclusif » aux éditions Duno. Alors elle précise sur son site qu'elle est aussi mère de 6 enfants et ce n'est pas anodin parce que vous allez voir que ça correspond totalement à la thématique. Bonjour Isabelle. Bonjour Claire. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors on commence par cette première question. En quoi vous précisez, justement, en quoi c'est important de préciser sur votre site que vous avez 6 enfants ? Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs, spectateurs qui sont pères et mères de famille et je crois que quand on dit qu'est-ce qu'on a le mieux réalisé dans sa vie, mon plus beau succès c'est mes enfants. Donc ça fait partie de mon identité. Et puis je pense important de le dire par rapport à plein de sujets qui se posent pour une femme. Est-ce que je m'autorise à avoir beaucoup d'enfants et à avoir une vie professionnelle ? Bon, je pense avoir réussi à concilier les deux et ça fait partie, je crois, des grands sujets actuellement en 2025. D'ailleurs, est-ce que quand on est une femme, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit revendiquer le fait d'être une femme, d'avoir des enfants, d'avoir une vie personnelle, une vie professionnelle, tout pouvoir conjuguer ? Alors, comme le disait un vieux bouquin, on n'est pas des superwomen. C'est pas un concours. Il y a des personnes qui ont envie d'en avoir 6, d'autres 4, d'autres 2. Voilà, il faut être serein et sereine par rapport à soi. Et il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, hommes ou femmes, et ça se respecte complètement. Moi, ce que je peux montrer, en fait, c'est qu'on peut parfaitement mener les deux de front. Et je reprends une théorie qui s'appelle le temps augmenté. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire le temps, c'est comme des vases communicants. C'est-à-dire tout ce que je ne vais pas donner à ma famille, j'élargis, il n'y a pas que les enfants dans la famille, je ne vais pas pouvoir le donner à mon boulot et le contraire. Moi, ce que j'ai vécu toujours, c'est que plus je travaillais, plus je me sentais en puissance pour mes enfants et ma famille, et plus je donnais du temps à mes enfants, plus j'étais efficace dans mon travail. Ah oui. Et ça s'appelle la théorie du temps augmenté, et je crois qu'il faut y croire, parce que c'est une façon de faire les deux, et d'arriver à un moment de sa vie en se disant j'ai eu les enfants que je voulais, enfin le nombre d'enfants que je voulais, et j'ai réussi ma vie telle que je la voyais. La théorie du temps augmenté, oui. Vraiment renseignée. Alors, l'enquête dévoilée en 2024, réalisée par le cabinet de conseil AFL Diversity, avec l'appui technique de BVA People Consulting, a révélé ces chiffres. 58% des salariés se déclarent sensibles, promoteurs ou militants sur les enjeux de la diversité et de l'inclusion. 74% des salariés perçoivent les engagements de diversité et d'inclusion avant tout comme un axe de communication de leur entreprise. 14% des salariés sont convaincus que l'engagement des entreprises est de nature à lutter efficacement contre les discriminations. 27% des salariés interrogés se sont vus refuser une augmentation sur des critères avérés de discrimination au cours des 5 dernières années. 23% des salariés, enfin, ont renoncé à remonter des informations par peur des conséquences. Qu'est-ce que vous disent ces chiffres ? Je suis désolée, il y avait beaucoup de chiffres, mais j'étais obligée de les mettre en avant parce que c'est plutôt négatif comme résultat. Bon, alors, une étude est une étude à un moment donné, et puis l'étude 3 mois après peut donner des résultats contraires. Tout ça est très contingent. Ensuite, c'est du déclaratif. Voilà. Donc, il faut prendre avec précaution tous ces résultats. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément enthousiasmants. Alors, il faudrait presque reprendre point par point, ça serait vraiment intéressant. Moi, ce que j'entends, c'est qu'entre le déclaratif des entreprises et la réalité du terrain, il y a un gap. Toutes mes études le montrent. Vous interviewez un DRH d'une entreprise, tout va très bien chez moi, mais nous, la diversité, on ne discrimine pas. Vous allez regarder sur le terrain, vous interviewez les salariés, ils ont un sentiment de discrimination qui est réel. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup utilisé par certaines entreprises, cette question de diversité. On reviendra peut-être aux événements récents, comme un élément de promotion, de marque employeur, qui là aussi peut créer de la déception, une magnifique charte éthique, des valeurs, et puis je ne trouve pas ça quand j'y arrive. Après, personne n'est étanche à ces questions de discrimination. Moi, quand je fais une conférence, souvent je démarre en disant je suis senior, j'ai 6 enfants, je suis blonde. C'est déjà 3 critères de discrimination. Et si vous êtes jeune, être jeune, on peut être discriminé, mais bien vous sûr, allez devenir senior. La jeune génération n'est pas forcément très bien vue par l'entreprise aujourd'hui. Tout à fait. Mais vous allez devenir âgé. Un accident ou une maladie, vous n'êtes pas à l'abri. Ce qu'on appelle aussi la discrimination par procuration, vous êtes peut-être, je dirais, un physique classique, et puis vous avez des enfants qui sont
avec métis, par exemple, avec donc une origine ethnique qui peut leur porter préjudice dans certains contextes. Donc il y a tellement de choses qui font qu'on va être interpellé par cette question de la diversité. Et au fond d'eux-mêmes, pas tout le monde, mais c'est vrai que sur en plus une enquête, on essaye d'être plutôt politiquement correct, tout le monde aspire quand même à être soi avec ses différences. Et ces différences, elles ne sont pas toujours sur le catalogue avec toutes les cases qu'on voudrait cocher. Tout à fait. Alors, on va revenir au livre, justement. Comment il est structuré, ce livre? Alors, ce livre, en fait, il se veut un petit peu tout le temps, ce que j'essaye de faire, c'est des connaissances, c'est-à-dire des connaissances inspirées de mes recherches. J'en ai fait beaucoup sur le sujet, d'autres auteurs, ce qu'on appelle des sources académiques, mais aussi tout le temps un fil rouge qui est inspiré alors cette fois de mes expériences, et particulièrement toute une politique de management de la diversité que j'ai menée dans une des écoles que j'ai dirigées. Je l'ai fait d'autres endroits. Et comme ça, je rentre dans les côtés très pratiques des choses, parce que ce management de la diversité, ou ce management inclusif, on pourra peut-être distinguer les choses, c'est avant tout une conduite du changement. Une conduite du changement très structurante, et une conduite du changement, ça obéit à des règles qui sont un peu toujours les mêmes, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin. Alors, vous parlez justement d'expérience, vous êtes inspiré d'expérience. Vous pouvez nous en ressortir une expérience? Eh bien, cette expérience que j'ai menée, entre autres, dans cette école, c'est d'arriver dans une école de management où vous avez des étudiants qui ont fait prépa, qui sont sélectionnés. Et quand vous commencez à les interviewer, j'avais une doctorante avec moi qui a travaillé beaucoup sur le sujet, ils vous disent des choses qu'on peut trouver horribles. C'est moi, je n'ai pas fait toutes ces études pour avoir un étudiant handicapé à côté de moi, beaucoup de déni ou de refus de la religion, du fait religieux, des étudiants qui sont très homogènes. Alors on est il y a une dizaine d'années, donc très homogènes, et puis voilà, la notion un petit peu d'élite, et puis en 4-5 ans, avoir complètement renversé la machine. C'est-à-dire avoir des étudiants qui créent une association LGBT, qui vont devant un amphi complet écouter des personnes qui témoignent de leur changement de genre, des étudiants en situation de handicap lourd qui sont recrutés. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça, c'est pas simplement faire des chartes, des valeurs, c'est être la première école à avoir le label diversité, qui est un label très exigeant et qui est très structurant aussi. Donc il y a eu, on voit, une évolution positive, mais ça, en partie, vous le dites, grâce à l'enseignement qu'on peut donner dans ces universités? Alors, c'est pas l'enseignement qui va jouer, il peut jouer, mais c'est plutôt, je vous dis, c'est une conduite du changement. Alors, c'est quoi? C'est des messages de la gouvernance. Je dirigeais cette école et on passe des messages tout le temps. C'est donner des moyens aux gens, en formation, des moyens même matériels, accueillir des gens en situation de handicap lourd, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rampes, il faut qu'il y ait il y a des choses très concrètes. C'est vrai que quand vous avez un étudiant qui est obligé d'être tout le temps en bas de l'amphi ou qui n'a pas accès à certaines salles, c'est quand même terrible. C'est communiquer sur les sujets dans ce qu'on appelle les parties prenantes, les fournisseurs, voilà, quand on fait un jury de recrutement dans ces écoles, c'est que les gens qui viennent de l'extérieur nous aider, signent une charte en disant je ne vais pas poser des questions intrusives, etc. Enfin, c'est des choses très concrètes qu'il faut mettre en place tout le temps, et puis veiller au grain, parce qu'il n'y a pas le grand soir de la diversité, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui est presque contre nature, parce que c'est compliqué de travailler avec des gens qui sont très différents de nous. Oui, et puis ça peut faire peur. Alors ça peut inquiéter, l'inquiétude de l'étranger, l'inquiétude de la personne qui ne me ressemble pas. Dans mon dernier ouvrage, là pour le coup, La kakistocratie, j'explique bien ce phénomène de tribu où on préfère recruter son frère, son cousin, son fils, sa fille plutôt que quelqu'un de compétent. Là, ça va être recruter des gens qui me ressemblent, qui ont fait les mêmes études que moi, qui ont le même âge que moi, et tous ces critères, qui sont des critères maintenant dans la loi, depuis maintenant 2011, c'est vrai qu'ils font peur, c'est vrai. Alors, quelle différence avec la lutte contre les discriminations ou l'égalité des chances? Alors, la lutte contre la discrimination est un délit. Il est inscrit dans la loi française. Beaucoup de pays européens ont des lois qui ressemblent un peu à ça. Donc en France, on a maintenant 27 critères qui font dire que si vous traitez de façon défavorable une personne
à cause de ce critère, l'apparence physique, le genre, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, la situation de handicap, l'opinion politique, enfin il y en a 27, ça fait beaucoup, eh bien vous êtes en tort vis-à-vis de la loi. Hein. On est sur la discrimination. Donc lutter contre les discriminations, c'est ne pas être contre la loi et ne pas avoir, c'est-à-dire ne pas refuser de recruter quelqu'un parce qu'il a un nom d'origine maghrébine, à consonance étrangère, ou à consonation étrangère, sachant qu'il y a une hiérarchie dans les consonances étrangères. C'est pas payer mieux un homme qu'une femme, c'est pas refuser une promotion de management à quelqu'un parce qu'il est homosexuel, etc. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est un peu punitif. Hein, qui continue à exister. On reviendra là-dessus. Que dit la loi là-dessus ? La loi, elle dit, depuis 2011 en France, la loi du 16 novembre 2011 de modernisation sociale, elle inscrit tout ça donc dans la loi, et elle peut, si vous êtes une personne physique, vous pouvez être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, et une personne morale, donc une entreprise, ça peut aller jusqu'à 225 000 €. Il peut y avoir puis des mesures de rétorsion très fortes. Et puis le name and shame, enfin, après on sait que ça peut coûter cher en termes de réputation, etc. Donc ça c'est quand même assez punitif. Donc dans les années 2000, aux États-Unis, qui sont toujours très pragmatiques, tout ce qui nous vient des États-Unis arrive de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont renversé la vapeur et ils ont parlé de diversity management, c'est-à-dire on va en faire quelque chose de positif. Et ils ont commencé à faire des études très sérieuses, qu'on appelle des business cases, qui montrent que quand on est dans la diversité, eh bien on y gagne. Alors la diversité, quand on recrute des femmes, quand on recrute des personnes handicapées, quand on recrute des seniors, voilà, eh bien on est plus créatif, on est plus performant, on a une meilleure image de marque. Et tout ça, s'est démontré au fur et à mesure des années, et on en fait quelque chose de vraiment positif. Voilà, c'est la même chose, mais pas présenté de la même façon. D'ailleurs, on voit ce qui se passe là en ce moment au niveau de l'actualité aux États-Unis avec Mark Zuckerberg notamment et Meta, où ils veulent vraiment faire reculer cette diversité, l'enlever. Alors, Meta est même le troisième, Boeing a commencé, Walmart, qui était une des entreprises vraiment emblématiques aux États-Unis de la diversité, ont décidé de revenir en arrière. Avec, je vous dis, ça date de 2000 aux États-Unis, donc 25 ans après, on est une génération, ces effets de balancier, où le discours est de dire, et il est inquiétant, c'est de dire, ça coûte cher, ça empêche les vrais talents, les dérives du wokisme, on ne peut plus recruter quelqu'un, un homme blanc, parce que il faut faire passer une femme avant, ou un noir, ou un asiatique, enfin, etc. Et du coup, là, on est sur un effet de balancier très inquiétant parce que ça va très, très, très vite au nom de la performance, au nom de l'efficacité, de l'efficience. On verra comment ça va se dérouler, tout ça. Moi, je suis assez inquiète. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des mouvements, on le voit bien avec les mouvements politiques, parce que tout ça va avec des orientations politiques aussi, en Europe, où on risque d'avoir les mêmes retours de balancier. Alors, justement, ces discriminations, comment elles se manifestent dans les entreprises ? Déjà, est-ce que les managers, la direction, les RH se rendent compte de ça, de l'existence de ces discriminations ? Alors, j'ai envie de dire que depuis le temps qu'on en parle, c'est quand même quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2000 à peu près, 2002, le premier bouquin, il doit dater de 2004, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup, et qui était dénié même, enfin c'était une forme de déni, on n'en parlait pas. Maintenant, je crois que oui, il y a une prise de conscience. Après, faire qu'elles n'existent plus, ces discriminations, c'est un vrai job, c'est un vrai boulot. Alors c'est au moment du recrutement, c'est au moment de la promotion, c'est au moment de la mise en formation, qu'il faut qu'en effet les managers se disent « Oh là là, pourquoi je n'envoie pas cette personne qui a plus de 50 ans en formation ? Pourquoi je refuse cette promotion à cette personne parce que je la trouve trop féminine et que le management, ça a besoin d'être viril. » Voilà. Et
là, il y a un travail de formation et de sensibilisation à faire, mais qui se trouve dans plein de sujets. On parlait des jeunes. Quand vous regardez les statistiques, les chiffres sont têtus. Hein. Les femmes continuent à être moins bien payées, les jeunes sont dans des emplois plus précaires. À 50 ans, vous n'avez plus accès au marché du travail. L'apparence physique reste un des critères principaux de discrimination, particulièrement avec la grossophobie, hein, le surpoids et l'obésité. Donc tout change, mais rien ne change vraiment très concrètement, d'où ces sentiments que vous montrez dans cette étude, mais il y en a plein d'autres, de dire, oui, mais dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça. Comment fait-on justement pour ces collaborateurs, on l'a vu dans l'étude, qui ont peur d'aller dénoncer? Ils sont conscients de ces discriminations, mais ils ne veulent pas aller le dire. C'est toujours la problématique sur ce sujet, comme sur d'autres, du lanceur d'alerte. Quand vous êtes, alors particulièrement dans la culture française, où dénoncer, alors ça c'est les vieux restes, on explique comme ça, de l'occupation française, hein, dénoncer c'est un délateur, c'est pas bien, on le voit déjà dans les écoles, hein, on ne va pas dénoncer le petit copain, etc. La balance. La balance, voilà. Et du coup, ce qu'on appelle de façon plus positive être lanceur d'alerte, le whistleblowing en pays anglo-saxons, qui est quand même beaucoup plus naturel dans les pays anglo-saxons, les gens ne s'y collent pas vraiment. Alors que beaucoup d'entreprises, moi je l'ai vécu, ont des façons de prévenir anonymes de situations de ce type. Donc c'est souvent la personne discriminée qui déjà s'auto-censure, elle ne le dit pas, ça peut aller même jusqu'à du harcèlement, elle ne va pas le dire, elle va s'enfermer dans sa bulle, elle va souffrir ou elle va mal le vivre. Et là, on est dans la sous-performance, parce que, on peut en parler, hein, c'est aussi de la sous-performance. Et du coup, ça peut rester des années comme ça, en situation, avec un manager discriminatoire, avec une RH qui a l'impression que rien ne se passe, etc. Donc, il faut mettre des sondes très, très régulières, sensibiliser, compter, regarder. Il y a toutes sortes de techniques qui objectivent les situations. Vous l'aviez dit tout à l'heure, mais je voulais insister là-dessus. Cette idée selon laquelle la diversité dans les sociétés serait un gage de performance, on s'est martelé depuis une vingtaine d'années. Dites-nous justement en quoi c'est un gage de performance. Alors déjà, la diversité, c'est divers, c'est le monde. Alors on parle de biodiversité, mais la diversité humaine, elle est réelle. Donc l'idée, je pars pour une entreprise ou une organisation, c'est comment avoir les meilleurs, les plus grands talents. Et les talents, ils ne sont pas simplement, alors c'est l'archétype classique des hommes blancs, diplômés, hétérosexuels, etc. Donc c'est cette idée d'aller chercher des talents partout. C'est chercher des gens aussi qui ressemblent, par exemple, aux clients. Et puis c'est avoir des personnes, des collaborateurs qui sont reconnus pour ce qu'ils sont et pas simplement pour leur job et pour le boulot qu'ils font. Et là, vous avez des personnes qui sont bien dans leur peau, et toutes les études montrent que quand on est bien dans sa peau, quand on a des bonnes relations avec ses collègues, quand on est ce qu'on appelle en sécurité psychologique, qui est la clé de la performance, eh bien, on est plus créatif, plus performant, et avec une autre théorie qui s'appelle la symétrie des attentions, on est bien mieux avec ses clients. Mais on le sent tout le temps, hein. Vous arrivez dans un restaurant, vous arrivez dans un service, si la personne est souriante, etc., parce qu'elle est bien traitée, en tant que client, vous le sentez tout de suite. Donc il y a plein d'études qui montrent qu'on a tout intérêt. On en parle maintenant avec la démographie, hein. Les gens vieillissent, retraite, faisons travailler les gens depuis 50 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a la retraite à 64 ans, 62 ans, mais il y a plein de gens qui ont envie de travailler parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire plus longtemps. Laissons-les travailler. Et surtout, laissons-les jusqu'au jour de la veille de la retraite, être performants, apprendre, alors que là, c'est le coup près. Être quinquas, c'est terrible sur le marché du travail. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de management de la diversité ? Eh bien, c'est ça, c'est être capable de dire qu'on va travailler avec des gens très différents, des équipes diverses, et qu'on n'aura pas que les HEC de 25 ans, mais qu'on va donner une chance à quelqu'un qui en a 50, qu'on va donner des chances à quelqu'un qui vient des quartiers qui ne sont pas les quartiers les plus huppés, etc. Donc c'est prendre des risques aussi. Alors oui, il y a une sortir de sa zone de confort. Oui, vous avez tout à fait raison. Je l'entends souvent dire des gens qui veulent recruter et on leur dit c'est pas le copier-coller de la personne d'avant, c'est pas la personne qui était tout à fait dans les bonnes cases. Tu prends ton risque. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de prendre son risque.
c'est vrai qu'aussi, le risque, c'est que ça soit difficile. Parce que dialoguer avec une personne qui a 25 ans de plus que vous, le cas du jeune manager qui manage des gens plus vieux que lui, avoir une femme qui peut donc voir les choses un peu différemment, quand on n'a pas la même culture, quand on n'a pas le même âge, quand on n'a pas les mêmes chemins de vie, eh bien on regarde les choses différemment. Donc c'est vrai que c'est un dialogue plus difficile. Donc les coûts d'entrée sont plus compliqués. Il peut y avoir plus de controverses, mais le vrai bon manager, c'est celui qui est justement capable d'accepter les points de vue différents, les regards croisés, la controverse, l'interpellation. Plus difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est aussi, une façon de s'élever soi-même et aussi d'élever l'entreprise. Finalement, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Alors, l'hypothèse, mais qui est largement démontrée, c'est que c'est en effet gagnant pour tout le monde. Les personnes seront bien mieux dans leur travail, l'entreprise aura des retours sur investissement et sera plus performante. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Ferrari qui travaille là-dessus depuis longtemps, l'Observatoire de la féminisation des entreprises du CAC 40. Il montre très bien que plus il y a des femmes, alors c'est pas qu'il faut qu'il y ait que des femmes, mais s'il y a la parité au niveau des femmes, dans les conseils d'administration, dans les COMEX, etc., il y a plus de performance financière. Vous recrutez une personne en situation de handicap visible, on sait que le taux d'absentéisme pour maladie va baisser. Vous n'allez pas commencer à vous prendre des congés maladie parce que vous avez un petit rhume, alors que quelqu'un qui est handicapé vient travailler tous les matins. C'est certain. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Avoir recruté des seniors, c'est recruter des expériences diverses et donner un sentiment de sécurité aux clients, par exemple dans une boutique, comme on a pu le tester souvent. Très bien. Dernière question. Selon vous, quels seront les nouveaux défis de la diversité dans les 10 prochaines années ? Alors, dans les mois qui viennent, c'est ce que je disais, ça va être de tenir bon. Tenir bon parce qu'on est en train de... Il y a tout un discours qui est en train de démonter ce que je viens de dire. Ces études ne sont pas vraies, on peut démontrer le contraire. C'est vrai que c'est contingent, c'est fragile, ça demande des efforts au quotidien. Donc, dans les mois qui viennent, les entreprises m'adressent au DRH qui y croient, parce qu'il faut y croire aussi. C'est aussi dans le paradigme de la responsabilité sociale des organisations. On est dans ce grand paradigme qui parle aussi de l'environnement, du social, ça va ensemble. Donc là, il faut tenir bon, il faut résister, parce que c'est trop facile de démonter les choses comme le font des entreprises américaines. Dans 10 ans, j'ai écrit là récemment, je pense qu'il y aura un critère de discrimination, mais c'est avant 10 ans, c'est vis-à-vis de l'intelligence artificielle. J'allais vous en parler. C'est-à-dire que je pense que un des vrais sujets, ça va être de dire « mais pourquoi je recrute un humain et pas un humanoïde ou de l'intelligence artificielle ?» Et on sait que là, la mise en concurrence va être terrible et il va falloir démontrer qu'on ne discrimine pas par rapport à ça. C'est un vrai sujet de prospective qui m'intéresse beaucoup. Bon, eh bien, on va pouvoir réfléchir là-dessus. Ça nous laisse en suspense. Ce n'était pas la dernière question. Je voulais vous parler aussi des quotas par rapport à la loi Copé-Zimmermann. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça a été quand même... Alors, de toute éternité, ce qu'on appelle les quotas, c'est de la discrimination positive. Justement, c'est de la lutte contre les discriminations. Ça existait avec l'affirmative action aux États-Unis pour les questions de ce qu'ils appellent race. Et ce qui est très décrié, justement, par les personnes qui n'en veulent plus, c'est une façon de faire avancer les sujets. Il n'y a pas à tortiller. Donc là, la loi Copé-Zimmermann a été pas mal détournée par des entreprises qui ont ce qu'on appelle augmenter les sièges pour arriver à cette parité. Parité ne voulant pas toujours dire égalité. Mais bon, ça fonctionne. Et il y a la loi Rixin, on va voir ce que ça donne sur les comités exécutifs. Je pense qu'il y a un moment, si on veut faire avancer les choses, et pas donner du temps au temps, parce que là, on est au 3e millénaire, au 4e millénaire pour tout ça. Il faut des quotas et des choses qui font avancer de façon dure les sujets. On n'a pas le choix. Merci beaucoup Isabelle Barthes pour cet échange enrichissant. Comment on peut se procurer cet ouvrage ? Eh bien, on va sur tous les bons sites en ligne qui permettent de l'acheter, ou peut-être dans quelques librairies aussi. Donc, qui permettent d'avoir un manuel en fait, assez pratique, tout en s'adossant à des recherches académiques. Bon, et puis on va suivre vos conférences, bien évidemment. Avec plaisir. Si elles sont en ligne, oui, moi, il y en a pas mal en ligne. Ça me ferait plaisir. Merci en tout cas pour cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Work Well Book. D'ici là, gardez la forme.